Bonjour tout le monde, moi c'est Calvin, je suis tuteur de physique biophysique et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'optique géométrique. Pour cette vidéo, j'ai choisi de reprendre le plan du cours abordé par le professeur Febvre et d'apporter des rappels sur les formules qui concernent les phénomènes de réfraction, le prisme, le dioptre sphérique, la lentille mince, la loupe et enfin le microscope. Pour ce qui concerne le phénomène de réfraction des ondes électromagnétiques, il faut connaître les lois de Snell-Descartes. Donc les formules sont les suivantes. N, ça représente l'indice de réfraction dans un milieu incident ou dans un milieu plus ou moins réfringent par rapport au premier. L'indice de réfraction, il se calcule via la relation C sur V, avec C, la constante de la célérité, et V, la vitesse du rayon que l'on étudie dans un milieu justement d'indice de réfraction N. Θ, ça correspond à des angles que je vais représenter à travers deux schémas. Donc le premier schéma, le voici. Ce que j'ai représenté à travers un trait plein, c'est ce que l'on appelle l'interface, qui sépare deux milieux d'indices de réfraction différents, ici en blanc pour le premier milieu et ici en gris pour le second milieu. En pointillé, on a une droite qui est perpendiculaire à l'interface, c'est la normale à l'interface. En rouge, on a un rayon incident, donc on considère que le rayon arrive de haut et va vers le bas. Donc on a un rayon incident qui présente un angle θi par rapport à la normale, et non pas par rapport à l'interface, c'est bien par rapport à la normale. Ce rayon du coup incident va devenir rayon réfracté, et qui lui du coup présentera un angle θr par rapport à la normale là encore. La particularité de cet exemple-là, on verra un second exemple tout à l'heure, mais la particularité pour ce premier exemple, c'est que si l'indice de réfraction du second milieu est supérieur à l'indice de réfraction du premier milieu, alors le rayon réfracté se rapproche de la normale et s'éloigne de l'interface, ici. Et plus l'indice de réfraction est supérieur, plus l'indice de réfraction du second milieu est supérieur à l'indice de réfraction du premier milieu, plus ce rayon réfracté se rapprochera de la normale. A l'inverse ici, pour un même angle θi, si l'indice de réfraction du premier milieu est supérieur à l'indice de réfraction du second milieu, le rayon se rapproche de l'interface et s'éloigne de la normale. Et pareil, plus l'indice de réfraction du premier milieu est supérieur à l'indice de réfraction du second milieu, plus le rayon réfracté se rapproche de l'interface. Et ça a une importance pour ce qui est de la réflexion totale. Donc en fait, la réflexion totale, c'est quand il n'existe plus de réfraction. C'est-à-dire que le rayon réfracté ici est confondu avec l'interface. Donc on comprend bien ici que si l'indice de réfraction du second milieu est supérieur à l'indice de réfraction du premier milieu, le rayon réfracté il va s'éloigner de l'interface. Donc il ne pourra jamais être confondu à l'interface. Donc pour qu'il y ait réflexion totale, il faut que l'indice de réfraction du premier milieu soit supérieur à l'indice de réfraction du second milieu. Ça, c'est une condition. Ensuite, il faut que l'angle θr ici soit égal à 90 degrés, puisque je vous ai dit que le rayon réfracté devait être confondu avec l'interface. On obtient alors une nouvelle relation qui est celle-ci. Pour obtenir une réflexion totale, du coup, on peut faire varier les indices de réfraction, mais on peut aussi faire varier simplement l'angle θi ici. En ce qui concerne le prisme, donc il y a 5 formules à connaître. Les deux premières, c'est celles que l'on vient de voir. La première, elle est appliquée à la phase d'entrée du prisme. Si on considère que la lumière se propage de la gauche vers la droite, I ça correspondrait à θi et R ça correspondrait à θr. Pour ce qui est de la phase de sortie du prisme, R' ça correspondrait du coup à θi et I' ici ça correspondrait à θr. A, ça correspond du coup à l'angle au sommet du prisme, et D, ça correspond à l'angle de déviation du rayon qui arrive au prisme par rapport au rayon qui ressort du prisme. Donc si on projette, ça correspondrait à cet angle-là. Et D est minimal lorsque R est égal à R' et I est égal à I'. Pour le prisme, il faut également connaître la loi de Cauchy. Donc la loi de Cauchy met en relation l'indice de réfraction d'un prisme avec la longueur d'onde d'un rayon monochromatique. Par exemple, si l'on décide de projeter un rayon de couleur bleue et un rayon de couleur rouge sur un prisme, la longueur d'onde du bleu étant de 400 nanomètres et la longueur d'onde du rouge étant de 700 nanomètres, l'indice de réfraction du prisme
sera supérieur pour le rayon bleu par rapport au rayon rouge. Il en résulte que du coup, pour un même angle I, les déviations seront plus importantes pour le bleu. C'est-à-dire que le bleu se rapprochera davantage de la normale pour la première réfraction et s'éloignera davantage de la normale sur la deuxième réfraction. Ainsi, du coup, on comprend que le bleu sera davantage dévié par rapport au rouge. En ce qui concerne le dioptre sphérique stigmatique, il y a une principale formule à connaître, c'est celle-ci. Il faut savoir aussi qu'un dioptre stigmatique, c'est un dioptre qui, à partir d'un objet, va pouvoir reproduire une image correspondante. Le dioptre sphérique n'est en théorie pas considéré comme étant stigmatique, mais on va le considérer comme tel si les rayons qui arrivent au dioptre sont étroits, peu inclinés et paracentraux. Pour ce qui est de la première formule, D, ça correspondra à la puissance du dioptre, qui sera égal également à l'indice de réfraction du dioptre moins l'indice de réfraction de l'air, par exemple, si on considère que le dioptre est placé dans de l'air, le tout divisé par le rayon de courbure du dioptre. Si on prend cet exemple-là, donc c'est un œil, car vous savez que l'œil peut être assimilé à un dioptre sphérique et stigmatique. SB, ça correspond du coup à la distance entre le sommet du dioptre et l'image, et SA, ça correspond à la distance entre le sommet du dioptre et l'objet. Dans cet exemple-là, si on considère les rayons ici en bleu comme étant paracentraux, on peut approximer S comme étant sur l'axe optique. Vous devez également connaître la définition du foyer objet. Donc le foyer objet, en fait, c'est la position d'un objet A qui projette des rayons en direction du dioptre et ces rayons du coup ressortiront en étant parallèles par rapport à l'axe optique. Donc on considère que l'image SB sera située à plus l'infini. On remplace donc SB par plus l'infini, ce qui annule la fraction. Et on remplace alors SA par FO pour désigner la distance focale-objet. Donc même raisonnement pour ce qui est du foyer image. Donc en fait le foyer image, c'est la position d'une image qui correspond à un objet qui est positionné à moins l'infini. Donc cet objet du coup il va émettre des rayons qui arriveront au dioptre en étant parallèles par rapport à l'axe optique et ressortiront du dioptre en convergeant en un point que l'on appellera du coup foyer image. Au niveau de la formule, du coup l'objet étant positionné à moins l'infini, on remplace ça par moins l'infini, ce qui annule l'équation. On parle non plus de distance SB, mais du coup de foyer image FI qui correspond à la distance focale image. Si on décide donc d'assimiler un œil à un dioptre sphérique et stigmatique, la distance focale image, ça correspondra du coup à la distance entre le dioptre et le foyer image. On peut alors parler de punctum remotum. Donc en fait, le punctum remotum, c'est la position d'un objet la plus éloignée de l'œil que l'on puisse voir nettement, et ce sans accommodation. Donc pour qu'on puisse la voir nettement, cette image correspondant à l'objet situé à moins l'infini, elle doit se reproduire sur le foyer image qui correspond à la rétine. On peut également parler de punctum proximum. Donc le punctum proximum, cette fois-ci, c'est la position d'un objet la plus proche de l'œil que l'on puisse voir nettement, et ce avec accommodation cette fois-ci. Donc l'accommodation, ça correspond en fait à la vergence de l'œil, assimilée à un dioptre ici. Donc si on augmente la vergence de l'œil, on va augmenter l'indice de réfraction de l'œil, ou alors on peut également diminuer le rayon de courbure de l'œil. On peut alors parler d'amplitude d'accommodation. Donc si on considère que l'indice de réfraction du milieu extérieur, c'est de l'air et donc c'est égal à 1, on peut mesurer l'amplitude d'accommodation comme étant l'inverse du punctum remotum moins l'inverse du punctum proximum, ou encore comme étant la vergence maximale de l'œil, donc avec accommodation maximale, moins la vergence minimale de l'œil, donc c'est-à-dire sans accommodation. Une lentille mince, c'est par définition l'association de deux dioptres sphériques et stigmatiques. Étant considérée comme mince, on peut considérer que les sommets des deux dioptres sont confondus. Une lentille mince, c'est l'association de deux dioptres, donc on peut associer deux formules, toutes identiques à celles que l'on vient de voir.
avec D1 la puissance du dioptre ici représentée en noir et D2 la puissance du dioptre ici représentée en bleu. Le premier dioptre va, à partir d'un objet ici représenté en bleu, un objet A reproduire une image correspondante B, et c'est cette image B que va utiliser le second dioptre comme objet pour reproduire une image B'. Donc en isolant ce qui est en gras et avec un réarrangement mathématique, on obtient la formule des lunetiers. Comme pour les distances SA ou SB, lorsque vous voulez remplacer R par sa valeur, il vous faut parfois attribuer un signe négatif ou positif. En fait, R est par définition, ça correspond à SC. Donc dans cet exemple ici, on a R1 qui correspond à SC, C étant en arrière de S, on attribuera à R un signe positif. Pour R2, C étant en avant de S, on attribuera un signe négatif. D, ça correspond à la puissance de la lentille, qui est égale à l'inverse de la distance focale image, ou encore à moins l'inverse de la distance focale objet. Ce schéma, c'est aussi une autre façon de se représenter une lentille mince convergente ici, car comme je l'ai dit précédemment, on peut considérer que les sommets des deux dioptres qui composent la lentille mince sont confondus en un point O. Si la lentille mince est placée dans de l'air, on peut également remplacer les valeurs de N1 par 1. J'aurais également pu rajouter une dernière formule qui correspond au grandissement, qu'on note gamma, qui correspond à OB' divisé par OA. Pour ce qui est des loupes, on ne parle plus de grandissement mais de grossissement, ce qui correspond à l'angle avec lequel on perçoit un objet avec la loupe divisé par l'angle avec lequel on perçoit un objet sans la loupe. Via une approximation, on obtient le grossissement qui est égal à la puissance de la loupe multipliée par le punctum proximum, qui correspond à 0,25 chez un œil hémétrope jeune. Pour le microscope, le principe est le même, sauf que l'approximation nous donne un résultat différent. L, ça correspond à la longueur du tube et à la distance entre le foyer image de l'objectif et le foyer objet de l'oculaire. Le punctum proximum correspond à 0,25 chez un œil hémétrope jeune. A noter que le grossissement est sans unité, contrairement à la AP qui représente la puissance intrinsèque du microscope. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera et je vous souhaite bon courage pour la suite.